Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes en fin de semaine. Nous terminons la grande tribune de cette semaine par un sujet qui fait parler de lui au niveau des grands salons. Est-ce qu'il y a une différence entre la MONUSCO et les forces de l'EAC qui sont déployées dans la partie est de la République sous le plan militaire, sous le plan opérationnel des actions sur le terrain? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux forces? Alors, j'ai ici sur ce plateau deux invités avec qui nous allons échanger autour de ce sujet, deux invités habitués à faire des débats politiques, des analyses politiques, qui vont devoir répondre à nos questions. Francis Ochoudi, qui est journaliste à CML13 TV, analyste politique indépendant. Francis, bonjour et merci une fois de plus d'être avec nous. Merci, cher Dan, c'est un honneur pour moi de participer encore une fois à ce prestigieux plateau des grandes tribunes. Je suis quand même très reconnaissant pour cette invitation. Merci aussi aux confrères qui est en face de moi et merci à ceux qui vont nous suivre dans ces débats pour parler rien que la République. C'est ce qui nous intéresse. Merci beaucoup Francis. Héritier Ngachi, cadre du parti politique AFDC. Bonjour Héritier, merci une fois de plus d'être avec nous. Bonjour Monsieur Dan, merci pour cette invitation, c'était un honneur ainsi imprimé à ma modeste personne. Je salue mon co-débatteur Francis Ochoudi qui pour la première fois j'aurai l'occasion de débattre avec lui sur ces plateaux autour de ces thématiques assez importantes. Je salue les Congolais de partout dans le monde qui auront la possibilité de nous suivre en direct ou en différé dans cette émission. Mes salutations à l'autorité morale de notre formation politique, l'AFDC-A. Mes salutations au secrétaire général de mon parti politique, Guy Richard Malongo. Donc, je pense que nous allons passer un moment autour d'un échange républicain. Quelle différence y a-t-il entre les FA, pas les FRDC, mais la MONUSCO et les forces de l'Afrique de l'Est qui sont déployées dans la partie Est de la République démocratique du Congo? Déjà, hier, il y a eu réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies où il y a quelques positions qui ont été prises par rapport à ça. Pour la première fois, les États-Unis appellent clairement l'armée rwandaise et les acteurs étatiques à cesser tout soutien au M23. C'est une première. Jeune Afrique qui révèle que Félix Tshisekedi a récemment dépêché à Nairobi son mandataire spécial, Serge Tshibangu. Ce dernier a rencontré à 2 reprises William Ruto avant d'échanger avec Uhuru Kenyatta. Le président de la République tient à la présence des troupes kenyanes. Enfin, pour justement les États-Unis encore, il va de soi que l'instauration de la paix dans les Grands Lacs ne passera pas par la force uniquement. La paix dépend d'un processus politique, d'une volonté politique et de solutions politiques. Il y a des pays qui ont notamment réagi face à cette situation qui était consacrée à la RDC. Le Brésil, l'Inde, la Norvège, pardon, donc décrier la situation de l'Est de la RDC, la Russie qui plaide pour le dialogue. Voilà, tous les États, les grands États sont exprimés sur cette question. La question devient de plus en plus importante. France d'Amérique qui pour la première fois demande à l'armée rwandaise d'arrêter de soutenir la M23. Merci beaucoup Dan, mais je voudrais, si vous le permettez, je voudrais d'abord revenir sur quelque chose avant d'entamer la grande thématique de ce matin. Je commence cette émission par une note de déception, parce que vous savez que nous sommes en quelques mois de 2023, et c'est une année électorale. Cette note de déception, c'est par rapport à la déclaration de Martin Fayoulou, un homme très respectable, mais aussi respectueux. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression comme s'il a déçu tout le peuple congolais quand il affirme qu'il est prêt, il est pour les élections en 2024, mais cette période transitoire, c'est sans Félix Tshisekedi. Je voudrais rappeler à l'opinion ici que vous vous rappelez à 2018, ce sont les mêmes arguments qui ont été avancés contre Joseph Kabila. Mais je sais, nous savons comment toujours ça se passe les choses dans ces pays. Ce sont des arguments des gens qui veulent entrer, participer dans la gestion de la chose publique et par après ils savent eux-mêmes que ça ne va pas arriver comme ils le souhaitent. Et donc je note ici
que Martin Fayoulou, qu'on a beaucoup d'admiration, à l'égard de qui on a beaucoup d'admiration, finalement a déçu en acceptant une prorogation, un glissement pour les élections à 2024, pendant que la CENI nous fait croire, il y a des indices sérieux qui nous montrent aujourd'hui qu'il y aura des élections en 2023. Il y a des pressions qu'on est en train de mettre à l'égard de Félix Tshisekedi et son régime, le gouvernement de Sama Lukonde. Malheureusement, aujourd'hui, Fayoulou, un opposant de crédit qu'on considère beaucoup, arrive et vous dit il est pour le glissement, les élections en 2024, mais sans Félix Tshisekedi, je me demande par quel mécanisme pourra-t-il arriver. Et donc, Martin Fayoulou devrait quand même garder sa position, de réclamer les élections en 2023. Je crois que ce serait au moins une façon pour lui de garder sa crédibilité. Dire que Tshisekedi doit partir et que la période est transitoire, je ne sais pas, ça sera géré par qui? Qu'est-ce qui vous dérange? Non, ce qui dérange ici, c'est que Fayoulou, avec toute lucidité qu'on reconnaît à Fayoulou, arriver à reconnaître aujourd'hui un glissement, permettre à Félix Tshisekedi de glisser, pendant qu'on nous dit que dans sa tête, le Tshisekedi n'a pas cette idée, et Fayoulou donne une marge de glissement à Tshisekedi pour qu'il y ait les élections en 2024. Sans Tshisekedi, il a dit sans Tshisekedi. Mais sans Tshisekedi, ça va arriver comment? Je vous ai rappelé qu'en 2018, il y a eu la même revendication, et les gens, ceux qui ont revendiqué, sont entrés au gouvernement, ils ont bouffé, après ils n'ont pas parlé du glissement sans Joseph Kabila. Et donc c'est le même esprit qui arrive. Est-ce que les conditions sont réunies pour avoir des bonnes élections? Non, mais quand Kadima nous dit qu'on a débloqué plus de 400 millions de dollars pour l'organisation des élections et qu'il ne reste qu'une dernière échéance pour donner à la CENI de moyens, il y a de quoi faire confiance. Alors pourquoi vous sortez, pendant qu'on se prépare pour les élections, vous sortez avec un argument du genre, les élections en 2024, une transition sans Félix Tshisekedi. Ça ne tient pas debout. Alors allons-y aux élections. Si Fayoulou a peur des élections, je crois qu'il a fait beaucoup à l'opposition, qu'il entre avec Tshisekedi, ils vont gérer ensemble, mais c'est en 2023. D'accord. Ouais. Héritier Ngachi, Oui. vous avez la parole. La question qui nous est posée déjà par rapport à la question. Mais je ne suis pas revenu, oui. sur la grande thématique. Est-ce que vous me permettez d'avancer avant que les frères les confrères? Ça, c'était une ouverture, une parenthèse. Je vais reposer la parole, je donne à Héritier Ngachi. Si vous avez aussi un commentaire à faire avant que nous puissions entamer le sujet du jour. Bon, je pense que le discours de Martin Fayoulou est un discours cache-misère. C'est un discours d'essoufflement, d'un artère politique qui ne sait plus aller à cette grande bataille électorale parce il sait véritablement qu'il n'a plus de crédibilité. Il est dépourvu de toute crédibilité à cause de son acquaintance avec l'ancien régime de Joseph Kabila. On nous a dit que l'argent serait sorti pour alimenter l'opposition au sein du bloc patriotique et cela n'est pas passé inaperçu dans l'opinion publique. Et donc, j'ai une sorte de déphasage entre, d'une part, M. Martin Fayoulou et l'opinion publique. De ce point de vue, il cherche un raccourci pour rentrer au pouvoir parce qu'il sait qu'à travers les moyens démocratiques, il ne le saura pas. Est-ce que c'est possible d'aller aux élections dans les conditions au niveau, avec l'insécurité que nous connaissons de la partie Est? Vous savez que cette insécurité coûte beaucoup au trésor public, tel que l'a dit le ministre des Finances. Est-ce qu'il est possible d'aller aux élections dans ces conditions-ci? Moi, je pense que nous devons être respectueux des textes. Nous devons nous battre contre l'anarchie. Nous devons nous battre contre le fascisme. Nous devons tout faire. Les élections à tout prix. Mon frère, les élections sont d'une contrainte constitutionnelle. Quand on dit contrainte, c'est-à-dire opposable à tous. Nous avons organisé les élections en 2018. Il y a eu conflit entre les Banounous et les Batendé. Il y a eu un conflit entre les Ema et les Lando. Une partie du territoire de Béni territoire et Béni ville n'ont pas participé aux élections. C'est-à-dire que ça ne doit pas procéder de la volonté d'un acteur politique. Nous devons être devant un fait accompli, réel. Mais la Constitution elle-même dit que chaque Congolais doit participer au scrutin. C'est aussi la violation de la Constitution elle-même. Écoutez. Quand on va aux élections, sans une partie des Congolais. Écoutez. Là, nous sommes dans une question de curseur. À quel niveau nous mettons les curseurs par rapport aux dispositions légales?
devons-nous privilégier les dispositions selon lesquelles tous les 5 ans nous devons organiser des élections? Parce que la régularité des élections assure l'effervescence de la démocratie. On le disait, et beaucoup d'auteurs disaient, une société où les élections ne sont pas organisées à intervalles réguliers. Un régime où les pouvoirs, c'est-à-dire les gouvernants et les gouvernés ne jouent pas tour à tour les rôles. Un pays où on ne joue pas tour à tour les rôles des gouvernés et des gouvernés, vous n'êtes pas dans une démocratie. Et la démocratie respire au travers de l'élection parce que c'est un régime qui consacre la liberté des choix. Et cette liberté de choix est consacrée à travers les mécanismes des votes. Si vous n'organisez pas les élections, vous êtes dans une dictature, vous êtes dans tout sauf une dictature. Maintenant, il faut voir, est-ce entre violer la Constitution, c'est-à-dire priver les Congolais dans leur entièreté, les droits sacrés, pour faire respirer la démocratie à échéance régulière, à intervalles réguliers, où il faut s'en tenir au fait qu'une partie du territoire, quelques Congolais, ne pourront pas accéder à ces droits. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il faut lever les options? Moi, je pense, ça c'est mon point de vue personnel, entre violer la Constitution, c'est-à-dire chaque 5 ans, nous n'organisons pas les élections, parce que si on n'organise pas les élections tous les 5 ans, et la conséquence, c'est que nous ne sommes plus dans une démocratie. Nous sommes dans un régime démocraticide qui dépend aux sentiments et aux souhaits. Or, c'est une contrainte. Et cette contrainte, malheureusement, a aussi des obstacles dans son applicabilité. C'est-à-dire, il y a une partie du territoire qui est en insécurité. Est-ce que devons-nous privilégier, c'est-à-dire l'argument selon lequel, comme une partie du territoire est en emploi en insécurité, Vous optez pour quoi? moi j'opte. Il faut organiser l'élection tous les 5 ans parce que cette routine légale, cette routine constitutionnelle assure l'effervescence de la démocratie. Je vais revenir sur ce que a dit M. Martin Fayulu. Mon frère l'a dit ma demi-teinte, il n'est pas allé jusqu'au bout. Il a dit que le président Modeste Bachi organiserait cette transition. Je me dis, M. Martin Fayulu a un souci dans la lecture de la Constitution. Il lit la Constitution mais il ne comprend rien. L'article 70 de notre Constitution, qui a été exploité par les passés lors du cas du glissement de M. Joseph Kabila, on nous a dit clairement, il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui dit, à l'absence le président de la République organise une remise et reprise avec un autre président, véritablement élu, principe de la continuité de l'État. Donc Félix Tshisekedi organiserait une remise et reprise, si nous sommes dans ces cas de figure, avec un autre président élu. Donc, il n'y a même pas possibilité pour que le président Modeste Bachi assure la transition, parce que l'article 75 est clair là-dessus. Quand est-ce qu'on constate la vacance au sommet de l'État? C'est pour cause de décès ou empêchement? Pour cause de tout autre empêchement. Or, le fait d'organiser les élections n'est pas un empêchement définitif, parce que les élections s'organiseront, mais après un temps. Donc, de ce point de vue, il n'y a même pas une possibilité quelconque pour que le président Modeste Bachi assume la théorie. Lorsque les élections ne seront pas organisées selon les cas de figure, le président de la République sera là, en train d'expédier les affaires courantes, jusqu'à la tenue d'une nouvelle élection, afin d'organiser la remise et reprise. D'accord. Merci beaucoup pour cette prise de parole, cette parenthèse. Francis Ochoudi, on prend maintenant notre sujet du jour. FARDC, armée à l'Afrique de l'Est, MONUSCO. On se pose la question finalement, quelle va être la différence? Quelle est la différence entre la MONUSCO et les forces de l'EAC sur le terrain? Ça fait quelques mois déjà qu'ils sont sur le terrain. Quelle est la différence que vous, en tant qu'analyste, vous remarquez? Alors, de manière globale, les deux forces sont... c'est une bande d'hypocrites. Ça, c'est de un. Je vais démontrer. Le 2, que ce soit la MONUSCO ou le force de CAC, ils ont un seul objectif, du moins pour ce qui concerne l'Est de la République démocratique du Congo, c'est d'abord maintenir la paix dans cet espace. Je prends le cas de la MONUSCO. La MONUSCO est ici, en République démocratique du Congo, c'est plus de 15 ans. Et la mission principale de cette mission, c'est stabiliser la RDC dans son ensemble, mais surtout la partie Est
où on a transformé cette partie à une bastion d'insécurité, d'affrontement par les groupes armés. Depuis que cette mission est ici, et en République démocratique du Congo, il n'y a pas de résultat palpable par rapport aux objectifs assignés à la mission onusienne. Le dernier événement, les événements récents... Il n'y a rien de... La MONUSCO est inutile. La MONUSCO, bon, je ne sais pas, vous voulez qu'on donne quelle utilité à la MONUSCO, étant donné qu'il y a une mission dévolue à la MONUSCO. Alors, si vous voulez accorder une crédibilité à la MONUSCO, c'est une question que je mais il est tout simplement simple d'évaluer les niveaux d'exécution de sa mission. Nous sommes Congolais tous. Nous savons combien de nos confrères, de nos frères, de nos sœurs, de nos mamans sont violés, tués à l'est de la RDC sous les yeux de la MONUSCO en quelques mètres. Et vous voulez qu'on donne de l'importance à une telle mission? Je pense que la mission de la MONUSCO, c'est une mission inutile qui n'a plus sa raison d'être chez nous. Vous avez suivi, avant de prendre les forces de la CAC, vous avez suivi hier, au niveau des Nations Unies, on vous dit que la mission des Nations Unies, la MONUSCO est encore très essentielle en RDC. Je ne sais pas. Vous êtes en dehors de la RDC, vous savez en même temps ce qui se passe à l'est de notre pays, vous êtes au courant des tueries, de violations, de tout ce qui s'est fait par le M23 et tous les autres groupes armés. Après, certains matins, vous rêvez pour dire que la mission onusienne est encore essentielle au Congo. Alors, je me dis, soit on est hypocrite, parce qu'on a toutes les informations de ce qui se passe, et vous ne voulez pas, vous faites semblant de méconnaître la réalité sur le terrain, et pour dire que cette émission elle est encore importante. Je réponds ici pour dire à ces types-là de Nations Unies qui a cru embourber les Congolais dans son aventure, dans ce qui se passe, rien que dans sa tête, que la mission onusienne a complètement échoué. Je prends le force de CAC que vous avez évoqué. De l'EAC. L'EAC plutôt. Vous savez, cette force-là, déployer une force de CAC en l'est de la RDC, c'est en quelque sorte faire monter un front contre le Rwanda. Je vous rappelle que le Rwanda, c'est aussi l'une des forces de notre continent, de l'Afrique. Alors aujourd'hui, le déploiement de cette force-là, moi j'avais dit que ce sera un échec. Tout simplement parce que parmi les pays qui ont accepté de déployer leurs forces à l'Est, le Rwanda a de très bons amis, de très bonnes relations avec certains de ces pays, et que même nous, la République démocratique du Congo, nous ne développons pas. Alors aujourd'hui, prendre une force pour faire face, parce qu'aujourd'hui, cette force-là, il faut dire qu'elle ne vient pas faire face au M23, étant donné que nous savons qui est derrière le M23. Et c'est le Rwanda. Et donc cette force-là vient faire face au Rwanda. Et le Rwanda a de très bonnes relations avec ces pays-là. Ça, c'est de un. De deux, vous avez vu. Cette force dont la mission est de combattre les groupes armés, de rétablir la paix, la sécurité, vous restez sceptique. Non, malgré... Non. Je vais revenir sur la belle option qui est déjà prise au niveau interne. Mais j'évoque encore les velléités au niveau de nos voisins. Je vais vous faire remarquer quelque chose, chers confrères. Finissez. Il y a une force kenyane qui a été déployée déjà à l'Est. Aujourd'hui, les éléments de Kenya se sont retirés. Vous savez pourquoi? Il y a le président qui vient, le président sortant du Kenya, William Ruto, qui a adhéré à l'idée de déploiement. Le nouveau président, oui. William Ruto. Oui, voilà, c'est lui le nouveau président. William Ruto, oui.
pendant donc l'engagement autour du déploiement de forces africaines au niveau de l'Est, ce sont des engagements qui ont été conclus pendant que lui n'était pas là. Et vous savez que, si je ne m'abuse pas, c'est lui qui a dit que le Congolais, tout ce qu'ils savent, c'est boire et danser. Et quand il est arrivé, il a trouvé ça sur la table. Tout ce qu'il a fait, c'est d'abord demander à ce que les éléments kenyans qui sont sur le terrain se retirent pendant que son prédécesseur avait organisé le chose pour que cette force-là vienne on comprend que, pour vous, on comprend que donc, la MONUSCO et les forces de l'EAC, c'est bonnet blanc, bonnet, et c'est la même chose. Je vous ai dit que il n'y a aucune différence. Ce sont tous des hypocrites. Des hypocrites. Parce que, même pour entrer en RDC, le M23 est passé par nos voisins. Et ce sont les mêmes voisins, vous pensez que ces mêmes voisins vont venir faire quelque chose. Je cite en disant que la belle option... Votre temps d'antenne est... La belle option prise au niveau interne, c'est la position maintenant des forces armées congolaises. D'accord. Au front, en train d'attaquer et faire face à l'ennemi. Et d'espérer à des fictifs, à des gens qui ne viennent que nous piller et qui se construisent avec le minerai du sang, le minerai de la RDC. Et donc, moi j'encourage plutôt les forces armées à garder leur position et à continuer dans cet élan. Merci. Quelle est la différence? 5 minutes aussi. Voyez-vous la différence entre les forces de l'EAC qui sont déployées dans la partie Est et la MONUSCO dont tout le monde demande le départ? Vous avez vu les manifestations de la population de Goma au mois de juillet dernier. C'était vraiment intense, vraiment violent. Quelle est la différence? Vous êtes de l'Union sacrée de la nation. Merci pour cette question. D'entrée de jeu, il faut dire qu'il existe plusieurs catégories d'organisations internationales. Les premières, ce sont les organisations géographiques. Elles sont liées par la proximité géographique, idéologique. Par exemple, l'Union africaine, c'est une organisation géographique. Mais il existe aussi des organisations économiques. Elles sont liées, cette dernière, par les motivations économiques. Par exemple, le G27, ce sont des organisations, G7, G20 et ainsi de suite. Ce sont des organisations qui réunissent des gens qui géographiquement ne sont pas liés. Ce sont des États, par exemple, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique ouest, et ainsi de suite, mais qui ont une motivation derrière, c'est la motivation économique, la puissance économique. Mais quand vous regardez l'IAC, par vocation, c'est une organisation économique. Parce que la République démocratique du Congo, je sais qu'elle peut être concernée parce qu'elle partage une partie, c'est une réalité assez spéciale. Un pays qui s'étend, bien que se trouvant au niveau de l'Afrique centrale, mais a une partie de son territoire qui est, bien entendu, affiliée à l'Est. Et donc, de ce point de vue, la République démocratique du Congo participe à cette organisation que je considère comme une organisation économique. Parce que quand vous regardez les missions de l'EAC, c'est notamment les échanges, c'est-à-dire créer un marché commun, un marché économique commun, mais aussi permettre la mobilité des biens et services, des capitaux, des intelligences, et ainsi de suite. C'est réellement, nous sommes dans une organisation économique. Mais maintenant, l'économie, pour qu'elle prospère, pour qu'elle soit florissante, elle a besoin, bien entendu, d'un environnement. C'est un environnement politique propice, mais aussi, c'est aussi un environnement sécuritaire qui soit à même d'assurer cette floraison économique. La mission première de cette organisation, la nature même de l'EAC, c'est une organisation économique. Absolument. Et donc, de ce point de vue, pour que l'économie prospère, pour qu'il y ait des échanges commerciaux, il faut bien entendu une stabilité politique, mais aussi il faut bien entendu créer des conditions d'usurpation ou de la non-existence de l'insécurité, parce que l'insécurité est un frein contre le développement, contre l'économie. Parce que l'insécurité engendre, bien entendu, les déplacements massifs des populations. Les populations, ce sont des consommateurs de ces biens, de ces services. Les populations sont les moteurs de développement, les leviers de développement, parce qu'à travers la main-d'œuvre, l'intelligence, mais aussi toute forme d'engagement des humains. Vu que la structure est essentiellement économique, donc elle ne prend pas tellement en compte les questions de guerre, on peut en conclure c'est pas ce que je veux dire. Je suis en train de dire que la sécurité est une condition sine qua non pour l'émergence des économies.
tant qu'il y a insécurité, parce que l'insécurité consomme des économies. L'insécurité consomme les efforts économiques. Vous pouvez mettre en place des politiques économiques essentielles, mais tant qu'il y a la guerre, ces politiques économiques ne peuvent pas s'appliquer parce que l'insécurité est un frein, est un obstacle majeur par rapport à l'économie. Donc, de ce point de vue, vous regardez par exemple l'OTAN, qui est aussi une organisation de puissance, mais qui aujourd'hui concentre ses efforts pour les efforts de guerre parce que, bien entendu, derrière l'économie, il y a des... Bien entendu, il y a une sorte d'affirmation des puissances, une sorte d'affirmation géopolitique qui pousse des États, bien que se trouvant dans une organisation économique, parce que l'économie est un moyen aussi de puissance, un levier de puissance, il faille une puissance militaire pour accompagner la puissance économique. Ouais. S'agissant de l'EAC, quand je regarde la volonté de cette organisation, la nature de cette organisation, elle a par le passé résolu beaucoup de problèmes. Beaucoup de nos problèmes aussi au niveau de la sous-région ont été résolus. Les problèmes de guerre. Oh, absolument. Les problèmes de guerre. Oui, les problèmes de guerre. En Afrique de l'Est. Absolument. Je vais même vous parler un cas ici, un levier sur lequel nous parlons du cas de la SADC. Joseph Kabila, pour en finir avec l'M23 en 2009, a recouru à la SADC. Là, c'est dans les cadres de la MONUSCO. Non, la brigade, justement, la SADC. La SADC, ouais. C'est la SADC qui, bien entendu, a joué un rôle prépondérant dans les négociations entre les pouvoirs de Kinshasa et les rebelles du M23. Les négociations ont fait 2 ans, je crois, à Kampala. Et donc, ce sont ces négociations qui ont abouti. Il y a même un expert des Nations Unies qui a estimé, Jason Starr, qui a fait un livre là-dessus. Il a dit, les négociations, les accords signés entre le M23 et le gouvernement congolais étaient porteurs de germes d'autoflagellation. Parce que, encore une minute. De germes d'autoflagellation, parce que ça donnait la possibilité, la Libye au M23, à tout moment, si ces accords ne sont pas respectés, de recourir aux armes. C'est ce que nous vivons maintenant. Le M23 défait depuis 2009, 12 ans après, il a refait surface et il a refait surface pour perpétrer des actes impitoyables. Il est important qu'on attende le rétablissement de la sécurité par cette force de l'Est. Il est important. C'est possible. C'est possible. Mon frère a abordé la question sur l'hypocrisie de ces organisations. Il n'est pas question véritablement de l'hypocrisie, mais ce sont des missions. Parce que si vous allez au niveau des Nations Unies, je crois qu'on sera beaucoup plus clair au deuxième tour de parole. Les missions. Parce que là, on ne vous comprend pas très bien. C'est toute une question de missions. Nous avons des missions. Très bien. Des missions officielles. On reviendra vers vous. Des missions officielles et il y a des missions lentantes de ces organisations. Là, vous êtes dans la théorie, mais nous voulons vraiment comprendre la question du point de vue pratique. Les comparaisons sur le terrain, parce que la population est en train de mourir, l'insécurité n'est pas une question intéressante. Je pense que je pourrais me faire élucider dans mes prochaines prises de parole. Merci beaucoup. Monsieur Berki Lokale, qui est coordonnateur d'une plateforme, un mouvement associatif, Cap pour un Congo positif, un mouvement qui soutient le président de la République, Félix Tshisekedi. Monsieur Berki Lokale, merci d'être avec nous. C'est plutôt moi qui vous remercie, Monsieur Dan. C'est pour moi un honneur et un plaisir d'être reçu sur votre plateau, cette fois-ci dans une autre branche. Merci beaucoup. La grande tribune. Alors, Monsieur Berki Lokale, vous avez pris le débat de court. La question que nous sommes en train d'aborder ici, c'est la question des 2 forces qui sont sur le terrain, la MONUSCO et l'EAC. La crainte, c'est, est-ce que ce n'est pas la même chose, la réalité? Si ce n'est pas la même chose, c'est quoi la différence? Bon, je crois que je serai un peu... je vais beaucoup plus... Pas plus théorique, hein, mais sur le terrain. Effectivement. Sur le terrain des résultats. Effectivement, oui, je serai beaucoup plus pratique par rapport à ma manière de répondre. J'ai dit une fois dans une émission, j'ai dit que la guerre de l'Est, c'est une guerre qui est... cette situation, c'est une situation qui est très complexe. Le problème se posera plutôt au niveau de la coordination. Aussi longtemps que ce sera l'armée congolaise, notre armée, nos FARDC, qui vont assurer la coordination de cette coalition de forces, je ne vois pas où serait le problème. Et puis, je me permets de le dire sur votre plateau, que
cette coalition de forces, je crois qu'elle nous permettra aussi de connaître quels sont ces États qui nous affichent de l'hypocrisie. Parce que récemment, il y a la République kenyane qui a déployé ces éléments, mais qui venait de les retirer. Déjà, pour moi, William Ruto, l'actuel président du Kenya, n'est pas crédible. Au fait, j'assumerai mes mots, hein, je les assume. C'est quelqu'un en qui moi je faisais pas confiance. Je faisais pas confiance parce qu'il s'est moqué à maintes reprises de Congolais. La stratégie prise par écoutez, c'est quand même une question. C'était pas une question plus particulière. C'est une question générale qui leur a poussé. Parce qu'aussi longtemps que l'Est sera en sécurité, les pays qui nous entourent aussi seront en insécurité. Aussi longtemps que l'Est sera en sécurité, les différents pays qui nous entourent vont être aussi en sécurité. Mais la question qu'on doit se poser à ce niveau-là, c'est que cette insécurité serait, entre guillemets, causée par les États de l'Afrique de l'Est. C'est ces mêmes États qui déploient les groupes armés. Comment ceux qui sont à la base d'une insécurité peuvent-ils être la solution? Non, mais ce ne sont pas tous l'Ouganda les est pays. soupçonné. Oui, mais c'est Vous pas... parlez du Kenya qui joue un double jeu. Comment ces mêmes États peuvent-ils... Mais ça ne sera pas l'Ouganda. Ce n'est pas l'Ouganda qui assure la coordination des opérations. Ok. C'est ça que j'étais en train de vous dire. C'est au niveau de la coordination des opérations que tout se tournera. Parce que nous faisons pleinement confiance à nos FARDC. Nos FARDC doivent être bien équipés. Nous devons compter sur sa stratégie opérationnelle sur le terrain. Et nous avons à peine 72 heures les résultats que nos forces armées sont en train plutôt de produire sur le terrain par rapport à leur capacité à combattre cet ennemi-là du M23, cet ennemi-là du Rwanda sous casquette du M23. Alors moi, je voudrais insister sur le fait que les Congolais ne doivent pas, au fait, beaucoup plus s'appuyer sur cette coalition. Les Congolais devront beaucoup plus s'appuyer sur nos forces armées. Pourquoi? Non, mais pourquoi ne pas s'appuyer sur... Parce que ce sont nos forces armées qui assurent la coordination des opérations. Ce n'est pas un général kenyan qui va venir assurer la coordination des opérations. Ce n'est pas un général ougandais, le fils à Museveni, qui viendra assurer la coordination des opérations. C'est nos généraux, c'est nos forces loyalistes qui sont là en train d'assurer la coordination. Pendant que nous, on est avec vous sur le plateau, là, nos FARDC sont sur le terrain en train de combattre l'ennemi. Est-ce qu'à côté des FARDC, on vous a dit que l'Ouganda est en train, ces 2 derniers jours, en train d'appuyer les FARDC? Non. Si il y a des États, moi je pense que terminer, s'il vous plaît. Moi je pense que c'était aussi une stratégie. C'est aussi une bonne stratégie pour le président de la République de pouvoir démasquer tous les États hypocrites. En faisant venir une force étrangère. Non, mais lorsqu'il fait venir cette force étrangère, c'est pour que cette force étrangère puisse entrer en appui au FARDC. D'accord. Tout en se pliant à la coordination opérationnelle de nos FARDC. D'accord. Francis Ochoudi, je vous repasse la parole. La question, la MONUSCO. La MONUSCO et les forces. Nous sommes sur le terrain. On n'est pas dans les concepts, dans les théories, dans les engagements, mais nous sommes sur le terrain. On a besoin de la paix. Vous dites que les deux sont hypocrites. Finalement, on doit les mettre tous les deux à la porte. Écoutez... pour vous, c'est une solution. Dan, la difficulté que mes frères sur ce plateau éprouvent, c'est qu'ils ne veulent pas dire des choses avec des mots clairs. Moi, j'ai appelé ça de l'hypocrisie, tout simplement.
Et je suis clair et je m'assume. Vous avez bien fait de le rappeler que le débat n'est pas autour des concepts, parce que sur le plan conceptuel, vous allez trouver que le 2, la MONUSCO et cette force régionale, chacun, par exemple, la MONUSCO a une forte expansion par rapport à la force régionale. Mais ce que nous disons ici, c'est sur le plan purement pratique. Ce que les Congolais attendent pour le moment et ce que nous pouvons leur proposer. J'avais dit, je voudrais rappeler, je crois à mon co-débatteur à droite, quand il dit que la coordination des actions sur terrain sera en 100% dirigée par nos RDC et que ce n'est pas une force, un commandant ou un général d'une force étrangère qui va coordonner les actions sur terrain. Non, je voudrais rappeler que M. Kenyatta était à la base de l'idée du déploiement de la force régionale à l'Est. C'est lui qui en est géniteur. La première des conséquences, c'est que quand celui qui l'a remplacé, qui nous a traités des jouisseurs, des danseurs et des bons chanteurs, est arrivé au pouvoir au niveau de Kenya, on n'a même pas de vache. La première des décisions à prendre, c'est de demander d'abord le retrait. Ça, c'est le premier élément qui prouve, qui démontre en suffisance l'échec de cette force régionale. Et il y a déjà un échec. Non, mais c'est pour ça. Aujourd'hui, les éléments kenyans ne sont pas à l'Est. Ils ne sont pas à l'Est de la RDC. Mais il y a les Ougandais, il y a les Burundais. Mais vous parlez des Ougandais et des Burundais, mais ce sont des hypocrites. Je vous ai dit. Vous voulez que je vous le répète combien de fois? Ils sont hypocrites. Ils sont hypocrites, ces gens-là. Je vous ai dit que créer une force régionale contre le M23, étant donné que nous sommes tous d'accord que le M23 c'est le Rwanda, mais c'est créer un front anti-Rwanda. Est-ce que vous êtes sûr que ces forces, toutes ces forces-là, de nos pays voisins ou d'autres pays de l'Afrique qui vont se déployer à l'Est, sont aujourd'hui prêts à affronter le Rwanda? Ils sont prêts aujourd'hui à nier leur rapport avec le Rwanda pour s'adapter à la République démocratique du Congo. Vous voulez dire, un questionnement. Si je vous comprends bien, si je vous comprends très bien, nos autorités sont en train de se faire en quelque sorte duper par les partenaires. C'est une illusion totale, on continue à le dire. On va continuer toujours à le dire, c'est une illusion. Tant mieux renforcer nos forces armées, c'est la voie diplomatique, de la RDC. C'est la voie diplomatique, la voie diplomatique qui est favorisée par l'actuel pouvoir en place. On vous a dit, au début, c'était que cette force-là, et le président l'a même dit, le président Tshisekedi l'a dit, que la question du 1v3 sera résolue par la force régionale. Pendant que lui, il le disait, il ne savait pas que celui qui est arrivé au niveau de Kenya a déjà donné des injonctions pour que ces éléments se retirent. Vous comprenez? Ça, c'est un élément. Mon confrère, le confrère en face de moi a dit, il est allé de manière tellement théorique et avec un peu des explications que beaucoup de Congolais n'attendent pas à ce moment ici. Sur l'économie, il a bien dit, l'économie, il n'y a pas d'expansion, il n'y a pas de développement sans la sécurité. Ça c'est bien. Mais la voie diplomatique aujourd'hui, elle a échoué. Elle a totalement échoué. Mais donnez-nous le résultat palpable de cette voie diplomatique. Ou dans quel pays le président Tshisekedi n'est pas allé pour toquer des portes en fait de résoudre ces problèmes de l'Est? Mais ça c'est la diplomatie. Est-ce que le problème est résolu? Non. On vous a dit que Kagame, ce type-là, il ne comprend pas le langage diplomatique et ça c'est prouvé. Et nous, on a cru que la force régionale s'est déployée à l'est de la RDC, c'est pour venir attaquer
Et nous créer un tremplin entre la RDC et le M23. Et Et donc, donc, je suis sidéré de constater aujourd'hui que cette force tant attendue à l'est de la RDC devient un pont, devient un tremplin entre les deux pays, Rwanda et RDC. Et ce n'est pas ça, c'est que nous, en tant que Congolais, nous avons besoin. alors, Francis Otchoudi, nous n'avons pas besoin de cette force. En 30 secondes, rapidement. La position des Américains qui demandent que la question soit réglée du point de vue diplomatique. Là, vous n'êtes pas non plus d'accord. Encore des experts en hypocrisie. D'accord. Encore des experts en hypocrisie. Donnez-moi quelques secondes, cher ami. Terminé. La MONUSCO le poumon de la MONUSCO, c'est au niveau des Nations Unies. C'est au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies qu'on donne le mandat à la MONUSCO. Mais quand vous avez suivi votre monsieur là, c'est Antonio Guterres, qui vous a dit qu'aujourd'hui la MONUSCO n'est pas à même de faire face au M23 parce que pour lui, le M23 aurait des armements plus sophistiqués que la MONUSCO. Et la MONUSCO, c'est les Nations Unies. Héritier Ngachi. Vous voulez qu'on continue à faire confiance à ces gens-là? Donc mieux renforcer nos forces armées. Héritier Ngachi, nous sommes d'accord avec vous, l'Union sacrée de la nation, d'où la MONUSCO doit partir. Là, c'est déjà le processus est déjà enclenché. Mais vous faites venir les forces de l'EAC sur le territoire congolais. Entre-temps, vous prêchez pour la diplomatie. N'est-ce pas quand même contradictoire? Que cherchez-vous réellement? Je vais d'abord extirper tout malentendu dans ces plateaux, s'agissant de l'approche diplomatique. Vous savez que la diplomatie existe avant la guerre, au moment de l'escalade, pendant la guerre et après la guerre. Même quand vous gagnez en terre une guerre militaire, il faut des accords. Pour mettre fin à la guerre. Pour sanctionner, pour reconnaître que vous avez échoué. Toutes ces organisations que nous voyons ici sont nées du fait de la guerre. La guerre, soit gagnée par les uns, perdue par les autres. Les Nations Unies en est une parfaite illustration. C'est-à-dire, c'est pas bien de présenter les choses de cette manière. Le fait de croire que quand vous êtes dans un terrain diplomatique, que vous ne pouvez rien faire militairement. L'option militaire cohabite avec l'aspect diplomatique. C'est-à-dire, au moment où nous parlons, la Russie est en guerre. C'est depuis le 22 février que la Russie est sur le territoire ukrainien. Mais des passerelles de négociations sont toujours envisageables, encouragées à tout moment. Les gens pensent, c'est aussi un discours qui est inoculé, pour dire aux Congolais que si le président de la République est sur l'aspect diplomatique, ne fait rien sur le plan militaire. C'est un mauvais malentendu qu'on est en train d'inoculer dans la tête des Congolais. C'est très dangereux. Donc, le président de la République est sur tous les fronts. Il est sur le plan militaire, il est sur le plan... Parce qu'à l'est de notre pays, les militaires ne croisent pas les bras. Ils sont sur les fronts. C'est ça l'approche militaire. Mais nous sommes aussi sur l'approche diplomatique quand l'une ou l'autre amène la solution. Les options militaires peuvent être, bien entendu, renforcées par les options diplomatiques et vice-versa. Parce que même quand vous êtes en guerre, on demande de cesser le fait. Tenez, en 1999, il y a eu une résolution des Nations Unies qui a créé la MONUC, la résolution 1279. C'était un accord de cesser le fait. Entre les parties prenantes, c'était l'accord de Lusaka, entre les parties prenantes, la République du Congo, Zambie, ainsi de suite. Et la mission, la première mission des Nations Unies est devenue comme une mission d'observation. Là, nous sommes en 1999. C'était pas pour participer dans des efforts de guerre, non. C'était tout simplement pour observer. La mission a été changée. La mission a été changée par la suite. Mais ce qui m'étonne, la mission a changé de logique opérationnelle, mais elle est restée la même que de 1999, une mission d'observation. Là, c'est clair. Vous avez demandé le départ. Or, la MONUSCO n'est plus une mission d'observation. Elle est une mission ayant pour... une organisation ayant pour mission la protection des civils. La stabilité des pays, le renforcement de l'autorité de l'État. C'est-à-dire que... Cette même MONUSCO qui est parmi les forces les plus coûteuses au monde, à plus d'1 milliard de dollars américains, mais sur le terrain, les résultats sont mitigés. Mais vous appelez une force de l'EAC
dont les financements, dont aujourd'hui, sont, entre guillemets, un peu flous. On ne connaît pas vraiment les mécanismes de financement. C'est les États qui vont C'est les États. efforts de guerre. Justement, est-ce que cette mission qui est financée par les États et celle qui est financée par le monde entier, vous pensez que la mission de l'EAC sera plus importante, plus efficace sur le terrain que les Nations Unies qui sont équipées, financées, qui ont le matériel demandé? Nous devions partir des postulats théoriques pour nous permettre de voir ces organisations et les réalités sur le terrain. D'abord, je commence par dire aucune mission des Nations Unies dans le monde a réussi. Les missions des Nations Unies dans le monde ont échoué. Elles échouent. Elles échouent pour beaucoup de choses. Très Elles bien. échouent pour leur finalité, pour leur capacité opérationnelle. Elles échouent pour beaucoup de choses. La MONUSCO, aussi comme toutes les autres missions des Nations Unies, a échoué en République démocratique du Congo. Parce que jusqu'à maintenant, déjà que le secrétaire général des Nations Unies estime que les rebelles qu'ils doivent traquer, qu'ils doivent défaire eux, disposent des armes sophistiquées. Mais les Nations Unies ne manquent pas de ressources pour équiper la MONUSCO des armes aussi sophistiquées, supérieures à celles de M23. C'est un discours, je dirais, un aveu d'échec qui, malheureusement, est en train d'entretenir une sorte un aveu d'échec, mais aussi de la stratégie de la MONUSCO, celle de dire qu'elle n'est pas à même de répondre de manière impitoyable par rapport aux barbaries perpétrées par les rebelles du M23. La MONUSCO, toute une question d'intérêt. Ce n'est pas une question d'hypocrisie, d'intérêt. La MONUSCO a intérêt que l'insécurité perdure à l'est de notre pays. Parce que ça leur permet, bien entendu, d'exister. Parce que tant que si la mission, l'insécurité prenait fin, on sera obligé, de réduire la capacité opérationnelle, elle ne servira plus à rien. Nous serons obligés de changer son mandat. Nous serons obligés de demander la diminution de son effectif. Mais maintenant, pour continuer à consommer cette facture salée, il faut entretenir l'insécurité. Là, on est tout à fait d'accord avec vous, Héritier. Au-delà de ça, On est tout à fait d'accord avec vous, cette partie... Héritier Ngachi. Oui. Mais nous sommes dans une situation où la guerre perdue depuis plus de 20 ans. Oui. Et nous connaissons parmi les agresseurs, l'Ouganda est dans le rapport mapping, des personnalités qui ont été citées. Mais aujourd'hui, l'Ouganda est un partenaire privilégié qui donne des éléments pour mettre fin à l'insécurité. Il faut d'abord... Comment pouvez-vous faire confiance à l'Ouganda et demander le départ de la MONUSCO? Ce qui se passe à l'Est, ce n'est pas les Rwandais et l'Ouganda qui nous font la guerre. Non. C'est une mauvaise manière de présenter la situation. Nous jouons le jeu de ces metteurs en scène, de ces réalisateurs qui ont conçu la stratégie de l'instabilité de l'Est de notre pays. C'est le monde qui nous fait la guerre à cause de nos richesses. C'est le monde. Le monde entier. C'est le monde qui nous fait la guerre. Maintenant, il utilise le Rwanda et l'Ouganda à cause de sa position stratégique pour déstabiliser notre pays et créer un climat propice pour le pillage systématique de nos richesses. Si nous voulons aller dans cette guerre, il faut d'abord redéfinir nos cartes. C'est ce que le président de la République est en train de faire. Parce que cette guerre n'est pas menée par les Rwandais. Elle est menée par une coalition dont le Rwanda est la partie visible de l'iceberg. Très bien. Si nous y allons seuls, nous Merci, serons Lokali. déboutés par le monde à travers le Rwanda. Très bien. Constituant aussi des partenariats stratégiques devant nous permettre d'assurer nos arrières Très et bien. d'aller dans cette guerre contre le monde. Merci beaucoup, Berki Lokale. Tantôt, on parle on dira, cette faiblesse d'action sur le terrain de cette force. Mais est-ce que les choses ont été clairement définies en déployant cette force? Est-ce que les choses ont été clairement définies pour dire, par exemple, que quand ils viendront, les opérations militaires seront coordonnées comme ça, et voilà la date du départ, la date du début des hostilités, et éventuellement la fin pour le renouvellement. Est-ce que les choses ont été clairement définies dans cette force-là de l'EAC? Est-ce qu'il y a une clarté? Monsieur Dan, je voudrais d'abord revenir à mon co-débatteur qui a prétendu dire ici sur le plateau que le président de la République
avait affirmé que la force régionale, qu'il comptait sur cette force régionale, que c'est cette force régionale qui allait terminer les hostilités dans son pays, à l'est du pays. Si tel n'est pas le cas, pourquoi le président de la République, en tant que commandant suprême de FARDC, ne l'avait jamais dit dans ce sens-là. Le président de la République, devant les journalistes, il était en train de leur dire, il était en train de leur expliquer les raisons qui ont fait à ce que les États se réunissent autour d'une table et de pouvoir décider le déploiement de cette force-là à l'est du pays. Ce n'est pas une décision qui est sortie de sa propre bouche, uniquement de la bouche du président de la République. C'était en concertation avec ses homologues. Il était en face d'eux, il leur a expliqué les réalités de terrain. Il leur a dit, écoutez, j'ai pressens que je suis attaqué par mon voisin. Là, j'appuie les propos de mon co-débatteur, qui venait de dire ici que ce n'est pas le Rwanda qui nous attaque. Le Rwanda, c'est juste... Le Rwanda, c'est une casquette qu'on est en train d'utiliser. Et le Rwanda utilise les M23. Nous sommes attaqués par le monde. Et ce monde-là, nous le connaissons tous. Ce sont les multinationales. Mais les multinationales sont en appui, en collaboration avec les pays puissants du monde. Les pays les plus puissants du monde. Donc, on se le dise. Aujourd'hui, on ne peut pas commencer à parler derrière les rideaux en voulant masquer les réalités qui se passent sur le terrain. Non, nous sommes Congolais. Aujourd'hui, il faudrait que la communauté internationale nous regarde, qu'on se regarde en face et qu'on se dise des vérités. Nous sommes attaqués par le monde à cause de ce que notre terre regorge comme ressources naturelles. Alors, il va falloir à ce qu'on soit... C'est ça même que le président est en train de faire. Le président a demandé 1001 fois à ses populations de compter sur les FARDC. Et moi, j'insiste en disant que même si Kagame a fait une proposition, non, même si Museveni a fait une proposition liée au déploiement de la force régionale, mais il n'était pas seul. C'était une décision collégiale avec plusieurs de ses homologues, entre autres le président sortant du Kenya, Uhuru Kenyatta, le président Joao Lourenço. Ils étaient tous autour d'une table en train de discuter sur la situation de l'Est, parce que c'est une situation qui est préoccupante, pas seulement pour nous les Congolais, c'est plus particulièrement pour nous les Congolais, mais c'est aussi une situation préoccupante parce que pour les pays voisins, la guerre a perduré. Et aujourd'hui, c'est devenu, ça commence à être très dangereux parce que récemment, j'ai suivi les informations, par exemple à Nitouri, on met la main sur des généraux, des colonels, de haut gradé au sein de l'armée qui vont ravitailler les rebelles en munitions. Le problème du Congolais, le président l'avait dit, le problème du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Il est temps à ce que nous puissions nous réveiller tous, que nous soyons dans un même corps pour vaincre cette guerre. Alors, comment réagissez-vous à cette information de Jeune Afrique mon qui dit co-débatteur, s'il vous plaît, le chef de l'État Monsieur envoyé... Dan, s'il vous plaît, mon co-débatteur dit ici que la diplomatie a échoué. La diplomatie n'a pas échoué. La diplomatie a plusieurs phases. Comment est-ce qu'il va prétendre dire que la diplomatie a échoué? Si la paix, écoutez, si un État, un pays se trouve dans une guerre, il ne lui empêche pas. Il n'est pas empêché à ses leaders, à ses dirigeants de continuer avec la diplomatie. Le président l'a dit récemment que ses relations sont en froid. Il est en froid avec Kagame parce que Kagame, c'est quelqu'un qui cherche à les poignarder derrière le dos. Lorsque le président a pris le pouvoir, il a eu
cette lourde responsabilité d'aller discuter de vive voix avec ses homologues, avec l'Ougandais, avec le Rwandais. Il a échangé avec eux à maintes reprises sur la situation de l'Est. D'accord, merci. Et il leur a dit, écoutez, ça ne sert à rien, on ne peut pas commencer à afficher cette hypocrisie pendant plusieurs années. Nous Merci devons beaucoup. mettre fin à cette guerre. Et il a même privilégié les relations économiques qui est bénéfique Merci. pour tous les pays. Merci beaucoup. Vous disiez que Jeune Afrique, Francis Ochoudi, vous disiez que Jeune Afrique, je vais revenir à vous incessamment. Francis Ochoudi, je vous passe la parole. Comment trouvez-vous cette réaction du gouvernement congolais sur place? On le voit dans des activités officielles. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est compréhensible de voir que, malgré que nous avons déclaré que nous sommes en foi avec le Rwanda, mais nous avons son ambassadeur sur place et nous continuons d'échanger avec eux? Est-ce que c'est compréhensible? Écoutez, Dan, je voulais d'abord commencer par recadrer quelques amalgames sur ce plateau. Je commence par mon confrère en face qui a dit, il a semblé dire que le problème n'est pas le Rwanda, le problème n'est pas l'Ouganda, ce qui est tout à fait normal. On sait que nous sommes en face d'une guerre téléguidée depuis de très loin. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comme vous aujourd'hui, cher Dan, pour entrer dans ta parcelle, le voleur utilise votre voisin pour accéder chez vous. Et le voleur pénètre chez vous, il vole, il sort par votre voisin. Mais vous ne voulez pas qu'on prenne au sérieux la considération vis-à-vis de ce voisin qui était canal par lequel le voleur est entré pour vous voler. C'est contraste. C'est tout simplement contradictoire. Le confrère à ma droite, il a dit, j'ai prétendu dire que la diplomatie du chef de l'État a échoué. Mais ce qui est bien avec lui, c'est qu'il sait seulement dire que la diplomatie, j'ai prétendu dire que la diplomatie a échoué, et pour lui, la diplomatie n'a pas échoué. Ce qui est bon pour lui, c'est qu'il s'est arrêté seulement au niveau de dire que la diplomatie n'a pas échoué, sans dire aux Congolais qu'est-ce que cette diplomatie sur le plan sécuritaire. Hein. On parle aujourd'hui de la sécurité, des relations entre la force régionale et la MONUSCO, et donc c'est la sécurité au centre. Si le plan diplomatique, peut-être mon frère a oublié de dire aux Congolais qu'est-ce que cette diplomatie a apporté et quel est le changement que les Congolais ont vécu, ont palpé. Parce qu'il ne suffit pas seulement de se lever et dire non, la diplomatie a réussi. Mais a réussi à faire quoi? À avancer quoi? Et comment expliquez-vous cette différence, je dirais même cette différenciation dans le traitement des dossiers de la RDC et de l'Ukraine? Alors, il y a une chose. Nous avons toujours dit que la RDC doit se faire important. Nous avons tout. Nous sommes enviés aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, depuis des années. Nous sommes au centre de beaucoup d'activités à travers le monde. Nos richesses font de nous un pays au centre de toute activité mondiale. Mais pourquoi on n'arrive pas à nous prendre au sérieux? Est-ce un problème de leadership? À vous de Vous répondre. pouvez être fort À vous de répondre. sur le plan de minerais, de richesses, tout ce qu'on vante, avant que moi je ne naisse. On a chanté les richesses. Je me demande finalement, est-ce que ces richesses sont spirituelles? Parce qu'on est pauvre, en réalité. Recherche du sous-sol. Non mais on est pauvre. En réalité, parce que l'impression qu'on donne aujourd'hui, on est faible vis-à-vis de nos partenaires. Alors, ce que moi je proposerais, à la place de vanter la diplomatie, de vanter les richesses, qu'on ne vit pratiquement pas. Un Congolais sur 1000 vit à moins d'$1. Et nous on vante nos richesses spirituelles.
Ce que moi je propose, peut-être. Vous ignorez que nous avons autant de richesses dans notre sous-sol. Écoutez, je n'ignore Les pas, mais minerais la question que je me pose, stratégiques. qu'est-ce qu'il faut pour que nous on bénéficie de ces richesses? Mais il faut faire la Est-ce guerre. un problème de leadership? Mais la guerre qui est menée par le Alors, président c'est là où je Tshisekedi, reviens. Je n'ai pas nié. Je vous ai dit, j'ai reconnu ici qu'avant que je ne naisse, on a chanté. J'ai trouvé les gens en train de chanter les richesses. Mais vous et moi, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on vive de ces richesses-là? On a une faiblesse vis-à-vis de nos partenaires. La diplomatie, oui. Je suis d'accord avec le frère quand il dit que quand on est sur le plan, au front de la diplomatie, on ne peut pas s'empêcher de faire la guerre. d'ouvrir une autre fenêtre. Par exemple, la guerre. Mais rappelez-vous, il n'y a pas 4 jours que nos forces armées ont commencé à attaquer, on vous l'a dit. D'accord. Depuis tout ce temps, les échos ne viennent qu'il y a 3 jours. Vous comprenez ce que je dis? D'accord. Héritier Et Ngachi, donc, j'ai conclu en disant s'il vous plaît, concluez. que pour qu'on ait quand même de la force en tant qu'un pays sérieux aujourd'hui, il y a un problème au niveau de l'armée. Il faut que notre armée soit forte. À l'époque D'accord. de Mobutu, vous avez lu Très bien. l'histoire comme moi. Notre armée était 4e à travers l'Afrique. Très bien. Mais aujourd'hui, nous occupons quelle place? Merci Il faut beaucoup. renforcer notre système de sécurité. Héritier Ngachi, C'est aussi un langage diplomatique aussi. merci beaucoup. On favorise la question de la diplomatie aujourd'hui. Sans oublier qu'il y a une partie du territoire national qui est sous occupation depuis plusieurs mois déjà. Jusqu'à quand continuerez-vous à favoriser la diplomatie à l'option militaire? Merci pour la question. D'abord, je dis à mon frère Francis, lorsqu'il a voulu relever une contradiction dans mes propos, il n'est pas allé très loin dans sa démarche parce qu'il n'y avait pas évoqué une contradiction. J'étais tout simplement de dire que les Rwandais, vous voyez le jet qui est dessiné à des milliers de kilomètres de l'Afrique, voudriez effectivement que Francis réagisse de cette manière-là. C'est-à-dire quoi? S'attaquer aux ennemis visibles et oublier les mains invisibles qui alimentent cet ennemi visible. Nous n'allons pas très loin dans notre démarche. Et les gens qui ont conçu l'insécurité à l'Est ont dicté même la réaction des Congolais. Et voilà une. C'est-à-dire s'en prendre seulement au Rwanda et oublier toutes ces forces qui alimentent les Rwandais. Nous devions dépasser ces carcans. Il faut rappeler à votre invité que moi j'ai rappelé que la guerre vient de loin. C'est ce qu'il semble ignorer. Et je l'ai dit sur ce plateau, il n'y a pas 3 mythes. Il l'oublie facilement. S'il vous plaît. Et donc, lorsque je dis que le Rwanda n'était que la partie visible de l'iceberg, que le main qui alimentait le Rwanda était très loin de l'Afrique, à des milliers de l'Afrique. C'est tout simplement nous permettre d'avoir une lecture profonde, assez profonde de cette situation pour proposer des thérapies. Si nous nous limitons au Rwanda, alors nous n'aurons pas résolu les problèmes. Nous aurons de manière superficielle résolu les problèmes. Vous l'avez C'est compris. ce que nous refusons. Vous l'avez déjà Ainsi, nous compris. voulons aller plus loin. Ainsi, j'ai proposé. Qu'avez-vous fait de Il faut aller, il faut constituer des blocs. Il faut aller dans cette guerre en bloc. Il ne faut pas aller seul. J'ai proposé, il y a une organisation, je crois que c'est la deuxième organisation la plus importante après le G7, c'est le BRICS. Cette organisation qui réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et la Chine. Cette organisation... C'est une organisation essentiellement économique, des États qui sont émergents. On ne va pas aller poser nos problèmes de guerre dans cette organisation. Il y a d'autres États aussi qui sont allés souscrire pour l'adhésion de ces organisations. Nous pouvons... Pourquoi est-ce qu'au niveau interne, nous-mêmes, on ne s'organise pas? Il faut qu'on aille toujours chercher les autres. S'il vous plaît. Vous savez, pour faire l'Ukraine dispose d'une armée 10 fois inférieure à celle de la Russie. C'est à peu près 190 000 hommes. La Russie en dispose 10 fois plus supérieure. Avec l'enrôlement partiel de réservistes de l'armée, c'est à peu près 300 000 hommes. Donc vous vous rendez compte que sur le plan numérique, la Russie part en position de force. Mais pour rivaliser à cette grande Russie, l'Ukraine s'est appuyée sur un levier. Ce sont des coopérations diplomatiques. C'est comme ça que l'aide, les efforts de guerre des États-Unis d'Amérique, c'est à peu près 10 milliards de dollars en ce moment.
en termes d'équipement, de technologies, de pointes, et ainsi de suite. Ça dit que ça montre que vous allez dans une guerre. N'allez pas vaille. Mes frères pensent que la guerre que nous sommes en train de mener, c'est ce que nous faisions quand on était enfants. La guerre a commencé, tout le monde de position. Non! La guerre, c'est un domaine de la vie ou de la mort de l'État, de la disparition ou du maintien de l'État. Quand vous voulez y aller, il faut être suffisamment outillé. Quand vous avez une armée, les dépenses de sécurité, c'est 300 millions de dollars. Seulement 300 millions de dollars. La République démocratique du Congo est en problème de sécurité depuis plus de 20 ans. Mais à aucun moment, les dépenses de l'armée ont dépassé les 10% du budget. Pourquoi? C'est quand même alarmant. C'est une question de conscience ici aussi à l'interne. Nous sommes... Parce que quand vous regardez les budgets... Vous êtes la majorité. Les budgets... Vous avez la majorité parlementaire. Non, s'il vous plaît, nous avons hérité... C'est à vous de voter, c'est à vous de voter. Nous avons pris les pouvoirs il y a de cela 4 ans. Nous étions dans une coalition. Pourquoi vous n'avez pas augmenté le budget? Nous étions dans une coalition. Ça, c'est une... La question de la sécurité est une question des Congolais. Si nous ramenons ces débats dans nos clivages politiques, majorité et opposition, c'est le pays qui est en train d'être perdu. Mais c'est vous qui êtes à la manette. Il faut que l'opposition ne décide pas. C'est Non. vous qui décidez, Héritier Ngachi. Écoutez, mais nous avons des ministres au sein de l'Union sacrée qui sont tombés, mais qui sont de la majorité. Les ministres de l'économie, par exemple. C'est-à-dire que pour lever l'option en ces moments, l'Union sacrée n'a pas protégé un membre de sa majorité. Le ministre de l'économie qui est de l'AFDC est tombé par une motion de défiance à l'Assemblée nationale. Ne réduisons pas cette question de sécurité à la majorité et à l'opposition. C'est une question d'État. C'est une question de la disparition de l'État. Moi, tout ce que je peux connaître, le Congo a 9 frontières, 9 pays frontaliers. C'est-à-dire quoi? Les richesses du Congo ne s'épuiseront pas. Parce que Mobutu est mort, il ne savait pas que dans ce pays, il y avait des lithium. Il ne l'a jamais su. C'est-à-dire, en 2050, un autre minerai rare et stratégique pourrait sortir que mon frère et moi, peut-être, nous ne connaîtrons pas. C'est-à-dire, ce pays est un scandale, véritablement. Et il attire la convoitise du monde. Pour préserver ce que vous avez, qu'est-ce qu'il faut faire? Contrairement à ce qu'on a dit, le Congo n'a pas de richesses, le Congo a des ressources. Les minéraux du Congo, ce sont des ressources. Parce qu'il y a une différence entre une richesse et une ressource. La richesse, c'est ce qui vous permet de satisfaire un besoin. Mais la ressource vous permet, bien entendu, de l'utiliser parce que la finalité, il faut le transformer. Il faut s'appuyer sur cette ressource pour créer de la richesse. Merci. Donc c'est ça la différence. Le Congo a des ressources, elle n'a pas de richesses. Les richesses, c'est ce qu'on peut permettre à satisfaire un besoin. Merci. Maintenant, nous avons des ressources qui attirent la convoitise du monde. Nous devons les préserver et les protéger. Pour ce faire, le Congo doit être une nation militaire. Nous devons créer une nation militaire prête à défendre ses ressources maintenant jusqu'à l'éternité. C'est ce que malheureusement, vous regardez même les budgets de l'État, ça ne transparaît pas la volonté des Congolais. Je ne parle pas de la majorité, des Congolais d'Afrique avec la sécurité. Berki Loukale, merci beaucoup. Je crois que c'est 6 minutes. Hein. Non, c'est 5 minutes. Berki Loukale, la même question. La question de l'armée. Jeune Afrique, voilà. Jeune Afrique, comme je voulais vous poser tantôt, Jeune Afrique note que récemment, le président Tshisekedi a dépêché à Nairobi son mandataire spécial, Serge Chibangu. Ce dernier a rencontré à 2 reprises William Ruto, le président kenyan. Avant d'échanger avec Uhuru Kenyatta, le président Tshisekedi tient à la présence de troupes kenyanes. Ça, c'est Jeune Afrique qui révèle ça. Donc, on se dit que le gouvernement du président Tshisekedi privilégie, croit fermement à cette force de l'EAC. C'est quand il envoie un mandataire spécial, c'est qu'il compte vraiment sur cette force. Non, mais écoutez, ce n'est que normal sur le plan diplomatique. Avant que vous ne soyez au pouvoir, votre prédécesseur avec qui nous avions signé, nous avions eu à échanger, nous avions pris une décision collégiale pour pouvoir permettre à vos troupes de venir en aide à nos forces armées sur le terrain, et d'un coup vous décidez de les retirer. Donc il y a quelque chose qui cloche, mais le président Tshisekedi, tout en étant un fin diplomate... Est-ce que vous croyez vraiment que cette force sera importante tout en étant un fin diplomate? Moi je ne compte pas sur cette force. Un Burundais peut-il venir mourir pour les Congolais? De toutes les façons, moi je ne compte pas sur cette force. Moi je compte sur nos forces mettre autant armées. D'énergie dans cette force? Je ne compte pas sur cette force régionale. Comment comprenez-vous la position du gouvernement qui met autant d'énergie dans cette force-là?
On croit réellement que cette force va apporter quelque chose de bon? Je venais de vous dire tout à l'heure que cette décision collégiale a permis à la face du monde, à la communauté internationale et à nous-mêmes de pouvoir nous retrouver en face des hypocrites, des États hypocrites. Mais nous le savons depuis longtemps. Nous le savons. Non, malgré qu'on le savait, le président, tout en prenant en arrivant au pouvoir, le président a eu à échanger avec tous ces homologues-là pour leur faire comprendre la réalité qui se passe sur le terrain et en leur disant, écoutez, pour moi, nous pouvons échanger, mais il faudrait à ce que l'on puisse aboutir à une paix. Et cette paix-là ne doit pas être une paix momentanée. On a été avec Joseph Kabila, sous Joseph Kabila, la province du Nord Kivu était tombée, la capitale, Goma était tombée. C'est votre dernier tour de parole? Goma était tombée sous Joseph Kabila. Aujourd'hui, cette question de sécurité, c'est une question nationale. C'est une question qui ne doit pas créer des inimitiés entre l'opposition et la majorité. Ça n'empêche pas que l'opposition soit contre la stratégie. Vous pensez aujourd'hui que mon frère Uchudi, vous pensez que si après ce plateau, on apprenait que Bunagana venait d'être récupéré, vous pensez qu'il va être content? Comment ça? Parce que pour eux, pour l'opposition, l'opposition ne jure que sur l'échec. Il n'est pas de l'opposition, c'est un indépendant. C'est un journaliste. C'est mal orienté. C'est un confrère. C'est mal orienté. D'accord, merci beaucoup. Non, mais c'est que je suis en train de dire. Terminé. Non, parce qu'il était en train de condamner, il a condamné la diplomatie du chef de l'État. Il a dit que tous les efforts que le chef de l'État est en train de fournir sont des efforts qui échouent. Non, vous dites que tout ne marche pas. Pendant que sur le terrain, il y a quand même des avancées très significatives. Comme quoi? Non, mais l'armée est en train de repousser l'ennemi. Mais je parle de notre armée, c'est notre armée, c'est pas la diplomatie. Et dans très peu de temps, l'armée va récupérer Bunagana. Notre armée va récupérer Bunagana. Ça ne sera pas cette force régionale qui va venir récupérer pour nous Bunagana. C'est l'armée qui va récupérer Bunagana. Okay. La force régionale est là peut-être seulement en train de constater ce qui se passe, parce que la coordination opérationnelle, je vous dis, vérifiez, la coordination opérationnelle, c'est l'armée nationale. C'est notre armée. Parce que les Kenyans ne connaissent pas les délimitations de nos frontières. D'accord. Non. C'est notre armée qui a la cartographie de notre pays. D'accord, on doit respecter l'heure. Francis Ochudi, s'il vous plaît, soyez précis et concis. 2 minutes, s'il vous plaît. Francis Ochudi, vous avez critiqué l'action gouvernementale. Proposition. Quelques points. Chers confrères, c'est aberrant. Vous êtes dans la majorité et vous venez de crier que le budget est réservé à l'armée ne représente rien. Il faut aller le dire au niveau de l'Assemblée. Chers amis, moi je ne suis pas de l'opposition. Je suis un Congolais. Je n'ai pas un autre pays que le Congo. Et donc, je ne suis pas flatteur non plus. Là où ça ne marche pas, comptez sur moi. Je le dirai haut et fort et tout le jour. Proposition, chers confrères. Je reviens toujours aux confrères. Renforcer. Aux concitoyens. Il faut renforcer l'armée. Il faut mettre notre armée dans les conditions qu'il faut pour faire face aux ennemis. Vous l'avez bien fait de rappeler par Jeune Afrique ce que le président est en train de mener comme démarche pour voir les éléments kenyans rentrer à l'est de la RDC. Notre ami a semblé ignorer. J'ai évoqué que devant BBC, les médias britanniques, le chef de l'État a dit que le problème du M23 sera résolu par cette force régionale. Je ne l'ai pas inventé, allez vérifier. Ça a été dit comme ça. Et donc, si on continue avec cette idée de vouloir faire confiance, plus confiance, cette attitude des mains tendues, la logique de la cueillette, vouloir toujours espérer des autres, on ne va pas avancer. Mais la RDC sera on ne fait pas les réformes en 2 jours. Non, on sera toujours à genoux, cher ami. On ne fait pas les réformes en 2 jours, en 3 jours. C'est un processus. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Il a commencé, vous l'avez vu, il a changé la chaîne de commandement de notre armée. Ça, en tant que Congolais, nous ne pouvons que saluer
Et si cela amène un changement au Très niveau bien. du terrain, on va acclamer. Héritier Ngachi, pour Il finir. ne faut pas nous réduire, nous tous, à des flatteurs du chef de l'État. Pour finir. Le Congo n'est pas le Congo du chef de l'État. D'accord. Avant lui, il y avait un chef d'État. D'accord. Il y en avait plus de 3. Et Merci. maintenant, s'il y a des choses qui ne marchent pas, il Héritier faut nous Ngachi. permettre aussi Merci de le beaucoup. dire de manière très claire et Héritier. aisée. Héritier Le Ngachi, président pour- de la République est bien entendu aussi l'initiateur de l'Union sacrée. Et donc, lorsque vous dites que je suis dans la majorité, donc vous insinuez que le président de la République est dans la majorité. Ce n'est pas de cette manière qu'on doit considérer la politique. Nous avons cru à une offre politique et nous la soutenons. Si vous n'avez pas partagé notre offre politique, restez dans ce que vous faites sans qualifier les autres des majors parce qu'ils défendent les institutions de la République. S'agissant de la question des avancées diplomatiques, vous savez, un élément qui démontre qu'il y a des avancées diplomatiques, c'est notamment la mobilisation des acteurs de la politique internationale par rapport à cette situation. Parce que la question de la République démocratique du Congo n'était pas évoquée dans de grands salons du monde. C'était une question de tiroir. Mais maintenant, c'est les États-Unis d'Amérique qui se prononcent. Même si j'estime que pendant tout ce temps, depuis plus de 20 ans, les États-Unis d'Amérique ne se sont pas prononcés officiellement sur cette C'était question. au Conseil de Ça montre qu'il sécurité y a des Nations il y a un Unies. changement d'attitude, il y a un changement de discours, il y a un changement des tons. À Consacré la à la base, RDC. il y a une diplomatie. C'est une réunion qui est- du Conseil de Quand vous sécurité. regardez le président Zelensky, c'est à tout moment qu'il est dans des conférences. Conférences universités, conférences avec l'Union européenne, conférences avec le Parlement. Pourquoi? Il veut mobiliser l'opinion internationale sur leur cause. Mais quand nos frères ici, Félix Tshisekedi fait la même chose, il dit non, il ne fait rien, c'est de l'amusement. Non, il est en train de mobiliser l'opinion internationale sur ce qui se passe à l'Est. Vous avez la guerre en Ukraine depuis le 22 février, à peu près 100 000 morts, d'après le FBI. Les acteurs, l'Union européenne, l'Occident est mobilisé. La guerre en République démocratique du Congo 1994, depuis plus de 20 ans, 10 millions, 12 millions de morts. Combien d'acteurs mobilisés? À peine les États-Unis d'Amérique se prononcent. Donc ça montre que, du point de vue même de présenter cette situation, dans le plaidoyer, dans le lobbying, la République démocratique du Congo, depuis plus de 20 ans, n'a rien foutu. C'est maintenant Félix Tshisekedi qui est en train de pousser les pions pour que la question de l'insécurité de la République démocratique du Congo devienne une question de portée Merci internationale. Et beaucoup, les acteurs importants de la Héritier communauté internationale sont en train Ngachi de s'y atteler. Ça, d'avoir c'est une performance répondu. diplomatique qu'il faut mettre au compte du président de la République. Merci beaucoup, Héritier Ngachi, d'avoir répondu à notre invitation. Ce n'est pas la dernière. Berkilo Kalé, merci. C'est plutôt moi qui vous remercie. Francis Ochoudi, merci également. Merci beaucoup. C'est pas la Malgré que j'ai dernière vu fois. mes minutes être consommées, j'ai C'est- pas conclu. Vous conclurez certainement. Vous aurez, je vous inviterai certainement prochainement pour débattre. Merci, c'est noté. Je vous dis au revoir et excellent week-end chez vous.